Alors que le grand frère Enyaq vient d'être restylé, il y en a un autre dans la famille Skoda qui est bien décidé à lui faire un peu d'ombre. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le grand essai électrisant du SUV compact Skoda Elroq. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Alors que Kia a dégainé il y a quelques mois son EV3, un SUV compact qui rencontre un certain succès, eh bien le constructeur tchèque Skoda se devait lui aussi de proposer un modèle idéalement séduisant dans la catégorie très convoitée, celle des SUV compacts électriques. C'est donc chose faite avec ce Elroq, sorte de mini Enyaq, qui n'oublie pas ce qui fait la force de Skoda, à savoir des voitures pragmatiques et agréables à vivre, grâce entre autres aux détails Simply Clever qui sont un petit peu la signature du constructeur tchèque. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de ce Skoda Elroq qui sur papier propose un rapport prix-prestation particulièrement intéressant? Eh bien pour le vérifier, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, vous n'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Rassurez-vous, vous ne recevrez pas 15 notifications par semaine, il y a 2 vidéos par semaine, un premier trajet et un grand essai, c'est tout. Dans 2 semaines, eh bien, place à l'essai d'un modèle dont on parle beaucoup en ce moment et pas uniquement en raison de ses caractéristiques techniques. Il s'agira chez Tesla du modèle Y revisité, ce sera la version grande autonomie, une version grande autonomie vendue 47 000 € en France, 51 000 € en Belgique. Ça fait une sacrée différence. Alors quelles sont ses qualités mais ses inévitables défauts également? Eh bien pour le savoir, rendez-vous donc dans 2 semaines sur Charging Station. Place maintenant à l'essai sans plus tarder de ce Skoda Elroq. Visuellement, ce Skoda Elroq, il est bien plus sage du point de vue de sa ligne donc qu'un certain Kia EV3, une ligne plus passe-partout qui va sans doute convenir à celles et ceux qui préfèrent rouler dans une voiture qui propose un certain classicisme. L'avant est très moderne, bien en phase avec le récent restylage de son grand frère l'Enyaq. Je suis un petit peu moins séduit, je vous l'ai dit dans la vidéo premier trajet, par l'arrière qui fait un petit peu déjà vu puisqu'il ressemble très fort à celui de l'Enyaq sur lequel il n'a pas vraiment évolué à l'occasion du récent restylage. Un Enyaq sorti il y a 5 ans déjà et en matière de design, ça compte. Et vous, que pensez-vous de la ligne de l'extérieur de ce Skoda Elroq? Est-ce qu'il vous séduit? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, 4 versions sont disponibles, 4 niveaux de puissance, 170, 204, 286 et 299 chevaux. Ici, on est en présence de la version 85, donc celle de 286 chevaux. Sur les 3 premiers niveaux de puissance, on est en 2 roues motrices avec un moteur électrique synchrone à aimant permanent situé sur le train arrière. Les versions à 2 roues motrices sont donc des versions propulsion. Sur la version supérieure de 299 chevaux, c'est la version 85X, eh bien le moteur électrique à l'arrière est épaulé par un autre moteur électrique sur le train avant pour proposer les 4 roues motrices. Alors dorénavant, je vous livre ici les valeurs pour les charges tractables. Si la charge est freinée avec ce Elroq, eh bien vous pourrez tracter 1 tonne. Si la charge n'est pas freinée, évidemment c'est la norme, 750 kg. Concernant le poids de ce Skoda Elroq, on est aux alentours de 2 tonnes, un petit peu moins ou un petit peu plus, suivant les versions et finitions. La batterie sous le plancher, elle est de type NMC, nickel, manganèse, cobalt et 3 niveaux de capacité sont proposés, 52, 59 et 77 kWh utile. Alors évidemment, la version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, c'est la version équipée de la plus grosse batterie, 77 kWh, en 2 roues motrices évidemment, ça consomme moins. Et dans la finition d'entrée de gamme, vous pourrez espérer aller jusqu'à 579 km en cycle mixte norme WLTP, en théorie donc. En théorie toujours, ça reste 26 km de moins que le Kia EV3 et c'est 605 km disponibles dès la finition d'entrée de gamme, ce qui n'est pas le cas de ce Skoda
Elroq qui, pour obtenir cette autonomie maximale, vous demande un petit effort financier supplémentaire, n'est pas disponible dès la finition d'entrée de gamme. C'est un petit peu dommage. Cela dit, bon, l'autonomie au quotidien, je comprends que quand on passe à la voiture électrique, on pense que c'est un problème, mais dans les faits, ça ne l'est pas vraiment. Alors, s'il faut choisir entre une autonomie maximale et un niveau d'équipement supérieur, personnellement, je choisirais un niveau d'équipement supérieur parce que l'équipement, vous en profitez tous les jours, chaque fois que vous rentrez dans votre voiture, alors que l'autonomie maximale, vous n'allez de toute façon jamais atteindre l'autonomie maximale tous les jours, vous n'aurez pas besoin de l'autonomie maximale au quotidien. De temps en temps, oui, si vous faites de très longs trajets, et là, effectivement, vous devrez recharger un petit peu plus ou attendre un petit peu plus au superchargeur et donc allonger un petit peu votre parcours. Mais au quotidien, c'est bien d'un équipement supplémentaire dont vous allez profiter. Donc, le conseil que je peux vous donner, oubliez l'autonomie, sauf si vous faites très souvent de très longs trajets, évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, oubliez l'autonomie, concentrez-vous sur l'équipement, faites-vous plaisir, vous en profiterez bien plus au quotidien. Pour recharger la batterie de ce Skoda Elroq, ça se passe à l'arrière du côté droit et quand on ouvre la trappe, on constate la présence de 2 connecteurs, dont un qui est accessible immédiatement. Il n'y a pas de petit cache à retirer et ça c'est très bien parce que c'est le connecteur qu'on va utiliser le plus régulièrement, c'est la recharge du quotidien, la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Il est relié, ce connecteur de type 2, à un chargeur embarqué de 11 kW. Au quotidien, le constructeur recommande de recharger à 80% quand vous n'avez pas besoin de toute la capacité de la batterie de la voiture pour vos petits trajets de tous les jours. Bien sûr, lors de longs trajets, vous pouvez anticiper et recharger à 100% de manière occasionnelle, mais donc le 80% est à privilégier pour préserver la batterie. Pour recharger sur les longs trajets, quand vous n'aurez pas assez sur une seule charge pour effectuer votre trajet, là vous vous arrêterez à des superchargeurs, des chargeurs ultra rapides. Vous aurez besoin dans ce cas-là de retirer le petit cache et vous aurez le connecteur combo CCS, c'est-à-dire la somme des 2 connecteurs avec ces gros connecteurs que vous voyez, ces énormes bornes, ces gros connecteurs, ces câbles qui ne sont pas très flexibles malheureusement et un petit peu lourds et un petit peu difficiles parfois à manipuler. Dans ce cas-là, vous allez recharger beaucoup plus rapidement. Comptez sur cette version 28 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Alors ça, c'est la théorie, c'est ce qu'annonce le constructeur. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Je l'ai testé pour vous cette semaine, regardez. La batterie est à 10% de sa capacité, je lui demande de recharger jusqu'à 80%. Alors l'optimisation a été effectuée, ça m'a pris une vingtaine de minutes, c'est ce que la voiture m'a demandé. Elle était, quand j'ai démarré, à une capacité possible d'une centaine de kilowatts. On est maintenant à 167 sur les 175, 175 possibles normalement au maximum. Donc a priori, on est dans de bonnes conditions pour que ça se passe bien. 28 minutes pour atteindre 80%. Est-ce que c'est possible? Vérification tout de suite. Voilà, démarrage de la recharge à 17h08. Donc normalement à 17h36, elle devrait avoir atteint 80%. Alors on dirait que le calcul est un petit peu aléatoire sur la partie de droite de l'écran, vous le voyez, parce que là, elle m'annonce une fin de recharge à 17h33. Il est 17h32 et on doit encore progresser de 9%. Donc manifestement, ça ne sera pas fini à 17h33. Cela dit, la fin estimée pour atteindre les 80%, 10-80% en 28 minutes, c'est 17h36. Donc finalement, elle a encore un petit peu de marge. Donc inutile de se presser dans les timings. Normalement, 17h36, là par contre, il y a moyen d'y arriver puisqu'il est 32, encore 8% à récupérer. Je pense qu'elle va y arriver. Bon, définitivement, l'heure de la fin de recharge annoncée est complètement fantaisiste puisque toutes les minutes, elle ajoute 1 minute. Là, il est 36, elle m'annonce 37. Il était 35, elle m'annonçait 36, etc. Là, on est à 78%, 78%. 36, c'était le timing estimé. 36, ça fait 28 minutes. On n'y est pas encore tout à fait. Il reste 2 petits pourcents à récupérer. Alors, combien pour récupérer ces 2 petits pourcents? Je pense qu'avant 40, on y sera. Donc je pense qu'au final, il faudra plus 30 minutes que 28 minutes, mais globalement, on y est. Bon, cela dit, il fait pas très froid, il fait aux alentours d'une dizaine de degrés, et la voiture a eu le temps de bien préchauffer la batterie. Donc j'imagine ce que ça pourrait être en hiver, quand il fait vraiment très très froid et que vous n'avez pas le temps de bien préchauffer la batterie. Là par contre, il faudra sans doute davantage compter sur 40 minutes pour passer de 10 à 80%. Là,
elle s'en sort bien parce que la batterie est très bien préchauffée, a été très bien préchauffée et que les températures à l'extérieur sont relativement clémentes. Voilà, 79%, bah voilà, 37, elle m'annonce 38, ça continue. Voilà, 80%, 37, bon allez, j'ai été mauvaise langue, finalement elle aura mis 29 minutes au lieu de 28 minutes. Allez, on va dire qu'elle est dans les clous. Notez enfin, ça l'habitude du groupe Volkswagen, que la pompe à chaleur est bien disponible, mais en option, à vous de voir en fonction de vos trajets du quotidien si elle est importante ou pas. Bonne nouvelle par contre, eh bien ce Skoda Elroq, il est également compatible plug and charge. Toujours concernant la recharge, sachez que Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose en Belgique des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Alors l'offre de Luminus s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers et Luminus vous propose l'installation de bornes de dernière génération, comme celle-ci, des bornes de dernière génération qui vont vous permettre de profiter au meilleur prix et dans les meilleures conditions de votre voiture électrique, certainement si vous rechargez à domicile. Découvrez toutes les formules proposées par Luminus sur luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je vous parle des places à l'arrière. Y a-t-il de la place pour mon mètre 90? À l'avant également, le tableau de bord de ce Skoda Elroq. Et puis je vous livre mes impressions après une semaine à son volant. On ira pour ça sur la route. Là, on s'intéresse au volume de chargement. Est-il conséquent ou pas? Alors je peux vous dire que l'ouverture, elle est électrique avec fonction main libre sur cette finition, mais pas sur toute évidemment. L'espace disponible, je pense que c'est l'endroit le plus simply clever, comme on dit chez Skoda, l'endroit le plus simply clever de ce Elroq, à savoir qu'il y a plein de petites astuces. Alors tout n'est pas de série, il y a un pack optionnel également qui est proposé dans cette voiture d'essai, notamment au niveau de la tablette ici. Sous la tablette, vous avez un filet auquel vous allez pouvoir accéder comme ceci pour mettre par exemple les câbles de recharge. Bon alors c'est un peu contraignant, mais c'est sympa si vous avez le coffre qui est relativement plein, plutôt que d'aller glisser ça dans le fond ou entre les objets. Vous pouvez mettre ça sous la tablette, sachant qu'il n'y a pas de frogne, pas de coffre à l'avant dans cette voiture. C'est une astuce plutôt clever. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Cette espèce de berceau ici pour mettre une veste, par exemple, que vous pouvez retirer, bien entendu. On a 2 étages à gauche, 2 étages à droite, avec à droite un filet de retenue en partie inférieure, un bac ici à gauche, avec une prise 12 volts de type allume-cigare. On a des petits crochets également à gauche et à droite pour suspendre les sacs de course. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Sur cette voiture qui est équipée de la boule d'attelage, on a la petite manette ici pour retirer, voilà, déverrouiller la boule d'attelage. On termine manuellement. Ça aussi, c'est plutôt sympa. On va la renvoyer. Voilà. Et puis en partie inférieure, alors on a un petit tapis de sol supplémentaire ici qu'on va pouvoir retirer. On a le plancher du coffre qui est parfaitement affleurant avec le seuil de chargement, c'est très bien. Seuil de chargement qui est plutôt bas d'ailleurs, ça va éviter de devoir lever les packs de bouteilles par exemple très très haut. Et puis quand on soulève ceci ou qu'on l'enlève, eh bien on voit qu'il y a encore un espace compartimenté ici à l'intérieur, un espace également ici pour glisser, si vous le voulez, le câble de recharge. Et parmi les détails Simply Clever, il y a même ceci, des petits coins en fait que vous allez pouvoir agripper ici, qui vont s'agripper au plancher du coffre pour, par exemple, eh bien maintenir en place des packs de bouteilles de lait ou des packs de bouteilles tout court. Voilà qui est vraiment sympa. Dans la suite de cet essai, je m'installe au volant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce Skoda Elroq et pour moi, c'est un vrai coup de cœur. En attendant, me voici installé sur la banquette arrière, y est-on bien installé? La réponse, c'est oui, un grand oui. Franchement, je mesure 1,90 m, le siège avant est réglé pour mon 1,90 m et regardez la place que j'ai au niveau des genoux, c'est royal. Au niveau des pieds, c'est royal également. Je peux les glisser sans problème sous le siège conducteur. Franchement, c'est vraiment top. Le seul petit regret, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir, même en option, un toit panoramique sur ce Skoda Elroq. Ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que ça amène beaucoup de lumière et notamment au niveau des passagers arrière, au niveau de la banquette arrière. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les détails Simply Clever de Skoda, toujours. Hein, donc, évidemment, des poches aumônières, mais également des petites surpoches ici sur les 2 sièges, l'occasion de glisser un smartphone évidemment. Toujours concernant les détails Simply Clever, on a ce box ici qui est entre les 2 sièges. Alors si vous avez 2 passagers à l'arrière, 2 enfants par exemple, eh bien ce box servira également pour glisser pas mal d'objets. C'est vraiment sympa. Durant un long trajet, franchement, ça peut faire la différence. Pour ça, évidemment, il faut qu'il n'y ait personne sur la place centrale. Toujours, s'il n'y a personne sur la place centrale, vous allez pouvoir abaisser la coudoir centrale et vous allez avoir droit à 2 porte-gobelets. À coudoir central qui peut également
se transformer en trappe à ski, puisqu'il y a une trappe à ski, et donc vous pouvez ouvrir complètement cet espace et transporter des objets longs avec 2 passagers à l'arrière. On a une banquette arrière qui est fractionnable 60-40. Toujours concernant les petits aspects pratiques, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, possibilité ici à l'arrière, c'est une option d'avoir des sièges chauffants, réglage de température électronique bien sûr ici à l'arrière également. Et puis alors tout en bas, on a 2 prises USB-C. Ça c'est peut-être un peu dommage. Moi j'aurais aimé les avoir en partie supérieure, par exemple entre les commandes de climatisation et les 2 aérateurs. Ça aurait été vraiment pas mal. Malheureusement c'est là-bas tout en dessous. C'est un petit peu dommage. Sur la place centrale, évidemment ce sera un peu moins confortable que sur les 2 places principales, mais ça c'est comme dans toutes les voitures. Non franchement on est bien installé ici à l'arrière. On peut clairement voyager. Envisager des voyages en famille, même si on a des grands adolescents, c'est vraiment top. Et compte tenu de l'espace, de l'encombrement de ce véhicule, franchement, on a un espace intérieur qui est vraiment très très chouette. Allez, justement, on passe à l'avant. L'intérieur de ce Elroq, il fait évidemment penser à celui de son grand frère l'Enyaq. C'est très bien présenté, assez cossu, largement plus valorisant en tout cas que ce qu'on va retrouver chez les cousins de Volkswagen. On a de vrais boutons sur le volant, c'est top. Les matériaux sont globalement plutôt bien choisis. Il y a pas mal de rangements également, c'est toujours pratique. Des boutons physiques aussi sur la console centrale. Je vous détaille ça dans quelques secondes. Et puis, vous le voyez, entre les sièges, pas de noir brillant, mais du noir mat. Merci Skoda, c'est tellement plus joli et surtout plus facile à entretenir. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de ce Skoda Elroq. Du côté de la portière conducteur, en partie supérieure, il y a la poignée d'ouverture. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques, dégivrants et rabattables à la demande. Et puis la sécurité enfant. Plus en avant, l'ouverture-fermeture électrique du coffre. Et en partie basse, le vide-poche dont le fond est recouvert de feutrine, c'est très bien. Et sous la planche de bord, le déverrouillage du capot. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, le module éclairage avec également un accès direct aux antibrouillards ainsi qu'un bouton pour ouvrir le petit vide-poche qui se trouve juste en dessous. Le volant est à réglage manuel. À gauche, le contrôle du volume via la roulette et les plages ou stations précédentes ou suivantes. La commande vocale et le volant chauffant via des touches. À droite, la personnalisation de l'écran instrument. On en reparle dans un instant. Et le choix entre limiteur, régulateur de vitesse et conduite assistée. Les commodos à gauche clignotants, appel de phare et l'activation des phares automatiques. À droite, les essuie-glaces à l'avant, mais également à l'arrière, puisqu'il y a bien un essuie-glace à l'arrière sur ce Elroq. Sur la colonne de direction à droite, le bouton de démarrage, ensuite l'écran instrument d'une diagonale de 5,3 pouces et dont le contenu est donc personnalisable via la partie de droite sur le volant, via notamment les 2 petites touches qu'on va retrouver ici en dessous. Alors, de quelle manière? Eh bien, de la même manière que sur à peu près toutes les autres voitures au sein du groupe Volkswagen, avec 3 zones d'information. À gauche, les aides à la conduite, au centre, les infos principales et à droite, en l'occurrence ici, le guidage. On peut personnaliser tout ça, avoir juste 2 informations. Par exemple, si je vais à gauche, j'ai en plus grand les informations liées aux aides à la conduite à gauche et les informations principales à droite. Si je pousse encore une fois, je récupère les 3 infos. Et si je vais à droite, eh bien j'ai à gauche cette fois les informations principales et à droite les informations sur la navigation. Si je pousse encore une fois à droite, eh bien là je bascule vers les informations de conduite. Voilà, on va revenir sur l'écran avec 3 informations. Alors, pas d'affichage tête haute sur cet exemplaire d'essai, mais c'est disponible en option sur certaines finitions. Au centre du tableau de bord, l'écran central d'infodivertissement de 12,9 pouces de diagonale, un écran positionné de manière horizontale. On parlera du contenu de cet écran dans un instant. En partie inférieure, au pied de l'écran, on retrouve une réglette tactile de contrôle du volume et le bouton pour éteindre l'écran, qui n'est du coup pas vraiment éteint dans ce cas-là, puisque si j'appuie, et bien voilà, j'ai en fait le logo Skoda qui s'affiche, ou bien une horloge par exemple. On a également une fonction mute, je vais le rallumer. Si j'appuie une seule fois, et bien j'ai la fonction mute, c'est-à-dire que ça coupe la fonction audio. Plus bas, les 2 aérateurs centraux et puis plus bas encore une réglette avec de vrais boutons physiques. Je le disais, de gauche à droite, on va retrouver le menu des aides à la conduite, les modes de conduite, l'aide au parking, les feux de détresse, le verrouillage centralisé, le menu climatisation et même un accès direct au dégivrage ou désembuage à l'avant et à l'arrière. C'est quand même assez facile, c'est quand même pratique d'avoir des boutons physiques, de vrais boutons pour les informations principales, les accès principaux qu'on va utiliser le plus régulièrement.
Plus bas toujours, 2 prises USB-C et 2 emplacements pour smartphone avec recharge par induction sur un seul des 2 emplacements, ce sera celui de gauche. Plus en arrière, les inévitables porte-gobelets avec un séparateur amovible. Vous pouvez donc décider de les utiliser comme porte-gobelet ou comme grand vide-poche. Ensuite, à gauche, le sélecteur de vitesse, le frein de parking électrique et 2 espaces pour les jetons du supermarché par exemple. Et puis à droite, un vide-poche sous la coudoir centrale qui d'ailleurs peut être réglé à la hauteur qui vous convient. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Et bien, un espace de rangement supplémentaire avec plusieurs compartiments. Il est très profond d'ailleurs, hein, c'est vraiment top. Sous la console centrale, encore un espace de rangement. Et puis coup d'œil enfin dans la boîte à gants. Elle est plutôt vaste et elle aussi est recouverte de feutrine. Petite démonstration du menu caméra. Alors pas de caméra 360 sur cette voiture d'essai, mais c'est disponible en option toujours sur certaines finitions. Je vais donc pied sur le frein passer en marche arrière pour appeler le menu caméra. Et on va retrouver du coup une caméra arrière assez classique hein, avec les lignes de guidage, avec ici tout ce qui est bip qu'on peut couper ici. On peut avoir également LED puisqu'on a ici la boule d'attelage sur ce véhicule d'essai. On peut avoir LED également pour la marche arrière quand on a une remorque. Et puis ici, on a la vue élargie histoire de voir ce qui se passe à gauche ou à droite si on recule vers les voies de circulation, histoire de bien voir ce qui est en approche. Voilà, on va revenir sur la vue classique. On a une définition qui est correcte, mais pas sur une définition absolument incroyable. Et on a encore ici quelques petits réglages qui sont disponibles. Voilà, menu assez standard, mais je rappelle que la caméra 360 est bien disponible en option. Je vous propose maintenant de nous intéresser d'un petit peu plus près justement à ce système d'infodivertissement. Avant de prendre la route, le système d'infodivertissement, hein, rapidement, c'est la dernière évolution du système du groupe Volkswagen et franchement, on est arrivé à quelque chose de très satisfaisant là à l'heure actuelle. Il était temps, me direz-vous, parce qu'au début, souvenez-vous, au moment du lancement de l'ID3, c'était un petit peu compliqué. Alors, pas mal de widgets ici sur cette première page. Évidemment, vous allez pouvoir personnaliser tout ça, hein, vous le voyez, histoire de mettre en avant les informations qui vous intéressent le plus, qui sont pas forcément celles qui intéressent votre voisin, d'où l'avantage de la personnalisation. Donc ici, widget qui concerne radio, médias, ici les modes de conduite, c'est ce que j'ai mis, hein, ici les données de conduite évidemment qui m'intéressent particulièrement durant une semaine d'essai et également, eh bien ici la navigation, on peut dans certains de ces menus naviguer verticalement également. Voilà, c'est le cas ici par exemple. On peut aller à droite également avec ici d'autres widgets, toujours aussi personnalisables, climatisation, statut du véhicule, la recharge. On a de nouveau radio média à cet endroit, je ne l'avais pas vu. Donc vous allez pouvoir vous concocter finalement votre tableau de bord hein, qui vous intéresse, votre système d'infodivertissement, votre présentation. C'est plutôt pas mal. En partie inférieure, tout ce qui est chauffage, climatisation directement accessible, en tout cas pour ce qui est ici des sièges chauffants et de la température conducteur et passager. Et puis d'autres fonctions directement accessibles ici, le menu maison. Pour revenir sur le menu principal ici, on a la partie audio, la partie téléphone, navigation et ici Apple CarPlay, Android Auto disponible sans fil dans cette voiture. Ici au-dessus, le menu voiture, voilà, avec menu véhicule, recharge, aide à la conduite, stationnement, profil de conduite, climatisation stationnaire ou encore éclairage d'ambiance. Ici, le recyclage d'air intérieur. Ici, les instructions de navigation qu'on peut éventuellement couper. Ici, le maintien au centre de la voie de circulation. Ici, le préchauffage de la batterie. Et ici, oui, ça y est, on peut le placer à cet endroit parce qu'en fait, cet écran, il est personnalisable. Hein, vous le voyez en partie supérieure, on peut mettre absolument ce qu'on veut. Eh bien, j'y ai mis évidemment le fait de couper les alertes de survitesse. Là, l'horloge ici, les connectiques ici avec le profil de conduite également disponible, les notifications par exemple. Ici, encore un menu qui vient du haut. Lui aussi est personnalisable, c'est vraiment très bien. Plus on offre la possibilité de personnaliser tous les menus ou presque, mieux c'est pour le conducteur qui va se fabriquer ses propres habitudes et pouvoir les ancrer dans le système d'infodivertissement. C'est vraiment très bien. On renvoie donc le menu par ici. On va alors simuler un trajet vers Marseille. Bon, là évidemment, ça va être un petit peu biaisé parce que la batterie, elle est à 16%. Allez, direction Marseille, c'est parti. On va voir ce que la voiture va proposer. On est bien sur le Vieux-Port. Démarrage. Veuillez vous diriger vers l'itinéraire indiqué. On est maintenant sur 33, 31 et 9, ce qui nous fait 40 minutes, plus 33, ça fait 1h13.
1h13 si on ne tient pas compte de la première, donc si j'étais parti avec 100%, 1h13 de recharge totale sur l'ensemble du trajet pour ici, depuis le sud de Bruxelles jusqu'à Marseille, ça ne me semble pas délirant, je trouve ça plutôt convaincant, c'est assez sympa. Alors il faudrait voir dans la vraie vie si c'est possible, mais si on se base sur la consommation de cette semaine, vous allez le voir dans un instant quand je vous en parlerai sur la route. Franchement, ça me semble tout à fait réaliste, en tout cas de faire des arrêts tous les 300 km à peu près, ce qui me semble plutôt pas mal. On se rappelle que en général, on est sur une moyenne d'une centaine de km/h sur l'autoroute. Ça veut dire qu'un arrêt toutes les 2 heures, ce qui est recommandé, ce serait tous les 200-250 km. Donc si on parvient à en faire 300 sur autoroute avec cette voiture, bah, c'est franchement convaincant. Voilà, on va donc valider cet itinéraire et en même temps, on va l'arrêter puisque je ne vais pas à Marseille, mais j'espère y aller très prochainement. Évidemment, je vous tiendrai au courant. On va revenir sur l'écran par défaut et on va maintenant prendre la route, hein, histoire que je puisse partager avec vous mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Comme dans la Ford Capri essayée la semaine dernière, une Ford Capri sur une base technique Volkswagen elle aussi, on retrouve un bouton de démarrage sur la colonne de direction, mais qui ne servira que dans des conditions très particulières, quand vous êtes dans la voiture, à l'arrêt depuis un long moment, qu'elle s'est mise en veille et que vous voudrez redémarrer. Au quotidien, vous vous installez au volant et pied sur le frein, vous sélectionnez D, B ou R avec le sélecteur de vitesse entre les sièges et vous démarrez. Silence, confort, couple généreux, ça démarre bien. Les sièges, ils sont à réglage manuel sur cette finition, mais ça ne m'a pas empêché de trouver ma position de conduite idéale. Selon les finitions et les pays, ils pourront être chauffants ou pas à l'avant comme à l'arrière. Des réglages électriques sont également disponibles, mais pour ça, il faudra évidemment mettre la main au portefeuille. Le maintien qu'ils offrent est très correct, hein, certainement compte tenu du caractère plutôt familial et donc plutôt paisible de l'Ailrock, mais ils pourront également se montrer efficaces en conduite plus dynamique. Par contre, étant donné que les suspensions sont plutôt fermes, j'aurais aimé un petit peu plus de moelleux au niveau de l'assise et du dossier, histoire de compenser un peu. De série ou en option, vous pouvez avoir dans cette voiture toutes les aides à la conduite qu'on attend aujourd'hui en 2025. Alors comme je le dis souvent, les avoir c'est bien, mais que valent-elles au quotidien? Eh bien durant cette semaine, j'ai été particulièrement séduit par la conduite assistée, donc combinaison entre le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien au centre de la voie de circulation. Ça fonctionne très bien, c'est très intuitif, une fois qu'on a mémorisé où se trouvent les commandes, hein, puisque le commodo sur lequel elles se trouvent eh bien, est assez peu visible, caché derrière le volant. L'alerte de survitesse peut être coupée assez facilement via, on l'a vu, un raccourci en haut de l'écran d'infodivertissement, et durant cette semaine, les autres aides à la conduite, comme l'alerte de franchissement de ligne par exemple, eh bien, ne m'ont jamais dérangé. Franchement, ça fonctionne, c'est bien maîtrisé et ça rend la conduite on ne peut plus reposante. Je vous le disais il y a un instant, les sièges sont plutôt fermes dans cette voiture, les suspensions également. Les versions 85 peuvent avoir en option le pack Drive qui contient entre autres la suspension pilotée DCC. Dans tous les cas, si le confort est important pour vous et accessoirement l'autonomie également, eh bien privilégiez des jantes plus petites avec des pneus plus épais. Sur cette version qui n'est pas équipée du pack Drive et donc du DCC, on a droit à 4 modes de conduite, Eco, Normal, Sport et Individual. Et au quotidien, franchement, le profil intermédiaire normal fera très bien l'affaire, certainement sur cette version 85 de 286 chevaux qui propose des accélérations et des relances plus que convaincantes et qui sauront donner le sourire à celles et ceux pour qui le plaisir au volant en conduite dynamique est important. Donc si vous voulez aller plus loin sur une seule charge, optez pour le mode Eco. Les réactions les plus vives, ce sera en mode Sport, mais attention à la surconsommation. Et pour vous concocter votre mode de conduite, ce sera Individual avec la possibilité d'agir sur le comportement dynamique, sur la direction, sur l'entraînement, sur le régulateur de vitesse, etc. Le châssis, il est très équilibré. On est sur une architecture propulsion en 2 roues motrices. Donc si on veut s'amuser, on peut sans problème le faire au volant de cette voiture. C'est vraiment très chouette. Nul doute que la version de 204 chevaux restera elle aussi très plaisante à conduire. Concernant l'offre de base de 170 chevaux, là, pas de miracle à attendre. On sera certainement sur du nettement moins dynamique, mais ça conviendra certainement très bien à une grande majorité d'automobilistes, ceux qui privilégient un style de conduite plutôt calme, histoire de maximiser l'autonomie. Et puis si vous venez d'une voiture à moteur thermique, même avec 170 chevaux grâce au couple généreux de l'électrique, eh bien tout ça saura vous enchanter, c'est clair, par rapport à ce qui était avant votre quotidien, c'est-à-dire une voiture à moteur thermique qui n'offre pas des relances aussi dynamiques qu'une voiture électrique, même d'une voiture électrique avec une motorisation relativement mesurée en termes de puissance. Ce Ailrock, c'est globalement un véhicule
silencieux, les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont bien maîtrisés. Rien à dire sur ce point. Concernant le système audio de série, eh bien vous avez droit à un système à 8 haut-parleurs. Si vous optez pour le pack Max optionnel, là vous aurez droit au système Canton qui délivre une puissance de 675 watts via 12 haut-parleurs. Alors il n'est pas présent dans cette voiture d'essai, donc impossible pour moi de vous en parler. Je vous invite donc, si ce point est important pour vous, à aller l'essayer en concession. Les bruits toujours, ceux de l'alerte de dépassement de la vitesse maximale autorisée cette fois. Outre le fait que vous pouvez les supprimer facilement, on l'a vu, en assignant la fonction à l'un des espaces disponibles en haut de l'écran, il est à noter que en fait il est assez discret ce bruit, donc même si vous ne les coupez pas, ça va pas vraiment vous casser les oreilles au quotidien. Encore un bon point. Le diamètre de braquage entre trottoirs, attention, de ce Elroq, il est de 9,3 mètres. La maniabilité en ville et plus globalement dans les espaces restreints, c'est franchement l'un des gros points forts du Skoda Elroq. Ça tourne très court, au quotidien c'est génial. Il partage cette qualité avec l'ensemble des modèles construits sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Définitivement, en se faufilant absolument partout, c'est le roi des villes et des places de parking. Le freinage et la récupération d'énergie, c'est un peu selon moi la faiblesse principale sur cette voiture. D'abord parce que la pédale de frein est assez spongieuse, ça manque de mordant en début de course, c'est pas très agréable. Et puis ensuite parce que la récupération d'énergie se limite à un mode B qui propose un ralentissement qui est plus important que le mode D. Et heureusement d'ailleurs, c'est le but de B comme brake, donc frein. Cela dit, c'est bien trop faible pour que vous puissiez vous passer de la pédale de frein. Et sur une voiture à vocation essentiellement urbaine, périurbaine, c'est dommage. Alors si vous venez d'une voiture thermique, ça vous dérangera sans doute pas parce que vous ne savez pas ce qu'est la vraie conduite à une pédale. Et donc vous allez trouver que ça ralentit bien au lever de pied de l'accélérateur. Mais si vous avez déjà goûté au One Pedal Drive, là vous risquez d'être déçu. Comme sur d'autres modèles du groupe Volkswagen, la voiture peut, si vous le souhaitez, adopter un profil de ralentissement adaptatif qui va donc plus ou moins ralentir la voiture au lever de pied de l'accélérateur en fonction des conditions de circulation. S'il y a une voiture devant vous, un carrefour ou une limitation de vitesse à la baisse en approche, etc. Ça fonctionne bien, même si personnellement je préfère toujours le mode B et son ralentissement constant et donc plus prévisible, et même si je regrette qu'il ne soit pas plus important et qu'il aille jusqu'à l'arrêt complet. Deuxième regret, je l'ai déjà évoqué, c'est disponible chez Renault, Dacia. Pourquoi c'est pas disponible ici? Moi j'aime le mode B, ça veut dire que j'aimerais que si je quitte la voiture avec le mode B, et bien la fois suivante quand je rentre dans la voiture, je tire le levier vers l'arrière, j'aimerais que ce soit directement le mode B. Non, c'est le D par défaut, il faut donc cliquer 2 fois vers l'arrière, tirer 2 fois vers l'arrière pour obtenir le mode B. Alors c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que ce serait un petit détail sympa. Si je quitte la voiture en mode B, j'aimerais revenir dans la voiture avec le mode B. Dans tous les cas, l'éclairage à l'avant comme à l'arrière, il est à technologie LED. Sur cet exemplaire d'essai, j'ai droit aux phares matriciels qui sont réservés aux finitions haut de gamme. Le résultat, il est évidemment génial. Vous le voyez, la voiture reste en permanence en feu de route, donc en plein phare, dans les zones qui sont mal ou pas éclairées. Et elle se charge de couper une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Le reste du champ de vision reste donc parfaitement éclairé, notamment les bas-côtés, desquels peuvent toujours surgir un animal par exemple. Vous le voyez du coup plus tôt cet animal, ce qui va vous permettre de réagir plus vite et donc je vous le souhaite de l'éviter à temps. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 579 km en cycle mixte, norme WLTP, suivant le niveau d'équipement, avec cette version équipée de la grosse batterie. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 2 degrés tôt le matin et 19 degrés dans l'après-midi, dans le meilleur des cas. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru près de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 18 kWh au 100. C'est une valeur qui va me permettre, dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine, de rouler aux environs de 400 km réels sur une seule charge. Avec une grande partie de mes trajets sur autoroute, c'est vraiment pas mal. Certainement pour un SUV compact à vocation plutôt urbaine et périurbaine. En évitant les autoroutes, on pourra encore faire baisser cette moyenne de consommation et tendre du coup vers les 450 km réels. C'est très confortable. On se retrouve maintenant à l'extérieur, on va parler du prix et puis on va conclure également cet essai. Les prix à présent, les voici pour la Belgique, la France
et la Suisse. Attention, il y a pas mal de différences en termes de motorisation proposée, de puissance disponible, de niveau de finition. Les noms des finitions ne sont pas les mêmes et ce que chaque finition contient n'est pas identique non plus d'un pays à l'autre. Donc plus que jamais pour ce modèle, eh bien, allez sur le configurateur en ligne de Skoda qui correspond à votre pays, configurez votre Skoda sur base de ce qui est disponible chez vous et déterminez votre prix. Concernant cette voiture d'essai en particulier, eh bien, c'est une voiture équipée de la plus grosse batterie, donc 77 kWh utile en Belgique, en finition corporate. C'est le 3e niveau de finition sur 4 en Belgique. On est donc sur une version 85. Alors au niveau des options disponibles, on a sur cette voiture l'attache remorque, 770 €, 770 €, le pack transport qui comprend un compartiment de rangement au pied de la console centrale, on l'a vu tout à l'heure, un tapis de coffre en caoutchouc, des filets de rangement dans le coffre et un plancher de coffre variable, c'est 325 €, les jantes Neptune de 20 pouces, 860 €, la pompe à chaleur, 1175 €, 1175 €. Le pack hiver qui comprend la climatisation 3 zones, le pare-brise chauffant et les sièges avant et arrière chauffants, c'est 640 €. Il y a même une option à 395 €, 395 € que je ne suis pas parvenu à identifier parce qu'elle correspondait à aucune ligne sur la fiche qui m'a été transmise. Donc il y a une option supplémentaire, mais je ne sais pas laquelle. Prix de départ en Belgique, 48 390 €, 48 390 €. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 52 565 €. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent, en termes de déductibilité bien sûr, en termes de facilité de gestion au quotidien. Et cet avantage, la facilité de gestion au quotidien, elle s'applique également au private lease, au leasing pour les particuliers. Pourquoi? Eh bien parce que vous payez le même montant du premier au dernier mois. Vous avez à disposition la voiture, mais également tous les frais qui sont inclus. Il n'y a pas des mois où votre budget auto va exploser parce qu'il faut remplacer les pneus, payer l'assurance ou encore passer la voiture à l'entretien ou payer des taxes par exemple. Tout ça est compris et donc c'est une facilité, une tranquillité au quotidien qui est vraiment sympa. Et puis dans cette période de transformation technologique, de la technologie thermique à la technologie électrique, eh bien malin est celui qui peut déterminer aujourd'hui combien vaudra cette voiture ou n'importe quelle autre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans avec la formule de leasing, de location longue durée. Ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle, c'est la société de leasing. Autant de bonnes raisons de demander une offre, ça n'engage à rien. Rendez-vous sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, demandez une offre, comparez et à mon avis, vous serez convaincu. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Et quand je dis vous attendent, c'est qu'elles sont disponibles immédiatement, ce qui pour vous peut être très intéressant. Alors sur Autoscout24, il y a évidemment des voitures d'occasion, mais également des véhicules récents, des véhicules neufs également et de plus en plus de voitures électriques. Vous en trouverez forcément une qui correspond à vos critères que vous rentrez évidemment via le petit formulaire sur le site internet et en retour vous recevez une série de propositions qui correspondent à ces critères. Votre véhicule actuel, vous pouvez également le faire reprendre via Autoscout24 de la même manière, hein, vous rentrez ces caractéristiques dans le formulaire et vous recevez en retour une offre de reprise. Autoscout24, c'est également quand vous le souhaitez au creux de la main sur votre smartphone via l'application Autoscout24 qui va vous permettre avec la même facilité que sur le site internet de rechercher votre prochaine voiture. Et puis sur Autoscout24, il y a également une partie qui est maintenant dédiée à la mobilité électrique avec beaucoup d'informations, notamment un calculateur d'autonomie, un calculateur de temps de recharge également, histoire de vous familiariser avec la vie en voiture électrique. Tout ça sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, vous l'aurez compris, ce Elroq, il est sacrément séduisant, sur papier, mais également dans la vraie vie. Je peux l'affirmer après une semaine à son volant. Sa ligne, très sage, devrait plaire au plus grand nombre. À l'intérieur, c'est assez cossu, on a l'impression d'en avoir pour son argent. Et puis, il y a tous ces détails simply clever qui facilitent la vie au quotidien. Les performances sont convaincantes, certainement sur cette version de près de 300 chevaux. Et le système d'infodivertissement est ergonomique et réactif. Enfin ergonomique et réactif, ai-je envie de dire. Et en plus, le Elroq est proposé à un tarif relativement contenu. Bref, il a tout pour plaire
ou presque. Parmi les points négatifs, on notera une absence de conduite à une pédale et une pédale de frein trop spongieuse. Le confort, s'il reste correct, pourrait être un petit peu plus important. Privilégiez pour ça des jantes de petite taille avec des pneus à flanc plus épais. Ce L-Rock, il n'est pas inconfortable, mais c'est plutôt ferme, tant pour les suspensions que pour les sièges. Et puis un dernier petit regret, je sais que pas mal d'entre vous apprécient cet équipement. Il n'est pas disponible malheureusement, il s'agit du toit vitré ou du toit ouvrant, indisponible sur ce modèle. C'est dommage. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dans 2 semaines. L'essai de la version revisitée du Tesla Model Y. Ce sera la version grande autonomie. J'en prendrai le volant pendant 1 semaine. Ensuite, d'autres essais électrisants. On ira par exemple chez Alfa Romeo, essayer l'Alfa Romeo Junior dans sa version 100% électrique. Une Alfa Romeo Junior qui cartonne en ce moment. On essaiera de comprendre pourquoi. Chez BYD, le Sea Lion 7 sera également à l'essai sur Charging Station. Ça fait un moment qu'on n'a pas essayé un modèle de BYD, j'ai hâte d'en prendre le volant pour vous. Chez Fiat, la Grande Panda, souvenez-vous, on était allé la découvrir sur le Lingotto, la célèbre usine mythique de Fiat en Italie. Et cette fois, eh bien, j'en prendrai le volant dans mes trajets du quotidien. Chez Smart, la Smart Hashtag 5, ou plutôt le Smart Hashtag 5, puisqu'il s'agit d'un gros SUV, un SUV très prometteur, avec pas mal de détails techniques qui pourraient faire la différence là aussi. Et il sera bientôt à l'essai sur Charging Station. Et puis chez BYD, toujours, eh bien, retour sur un modèle plus petit, ce sera une nouveauté évidemment, le BYD Atto 2, là aussi j'en prendrai le volant pendant 1 semaine et vous saurez tout. Bref, pas mal d'essais très électrisants qui arrivent durant les prochaines semaines sur Charging Station pour être certain de ne rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas également d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité à Charging Station, merci à celles et ceux qui partagent les vidéos de Charging Station, vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça me fait bien plaisir, ainsi qu'à toute l'équipe, ça aide à faire grandir la chaîne. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis rendez-vous également sur la chaîne pour découvrir les autres essais déjà publiés. Il y a dans ces essais bien, des voitures qui refont l'actualité, souvent parce qu'il y a une baisse de prix, par exemple un regain d'intérêt pour un modèle en particulier. Tous les essais sont toujours disponibles sur la chaîne. Merci de votre fidélité et à bientôt.